La question du jour, comment se détermine l'équilibre sur un marché concurrentiel et surtout, qu'est-ce qui est susceptible de le modifier? On va faire un petit rappel des notions que vous avez apprises en seconde. Si votre seconde vous semble enfouie dans un lointain passé, si elle vous a laissé encore moins de souvenirs conscients que des bribes de rêves de vos vies antérieures, allez regarder la vidéo sur l'offre et la demande niveau seconde maintenant. Petit rappel, l'équilibre sur un marché concurrentiel. Un marché, c'est un lieu de rencontre entre des acheteurs et des vendeurs qui vont se coordonner grâce à un mécanisme de prix. Et sur un marché concurrentiel, on a en plus l'hypothèse qu'il y a atomicité des acheteurs et des vendeurs. Ce mot atomicité, jusque-là inconnu de vous, se grave maintenant de manière indélébile dans votre esprit. L'atomicité, ça veut dire que vous êtes très nombreux sur ce marché. Vous êtes tout petit face au marché, vous êtes un nain. Que vous soyez là ou pas, ça ne va absolument rien changer à la façon dont le prix de marché va se déterminer. Vous êtes donc preneur de prix. Le prix de marché s'impose à vous. Vous dites que le prix s'impose à moi parce que je suis sur un marché concurrentiel. Mais, par exemple, si j'achète un billet de train à Trenitalia, j'ai déjà essayé de négocier le prix, c'était pas possible. Et c'est pas concurrentiel. Ce n'est pas concurrentiel du côté du vendeur, mais vous, l'acheteur, vous êtes un nain face à Trenitalia. Vous, petit voyageur qui désirez aller de Rome à Naples, mais vous êtes en atomicité au milieu d'une foule d'autres petits voyageurs qui veulent aller de Rome à Naples. Par contre, si vous êtes Trenitalia, là, vous avez un pouvoir de marché. Trenitalia choisit le prix qu'il va vous imposer. Mais sur un marché concurrentiel, il y a atomicité à la fois du côté des acheteurs et du côté des vendeurs. Ce sont donc à la fois les acheteurs et les vendeurs qui sont preneurs de prix. Projetons-nous maintenant sur le marché concurrentiel de la barbe à papa. Le prix de marché, c'est 2 schmilblick. Si, comme ma grand-mère, vous allez voir un vendeur pour lui dire « Faites-moi la barbe à papa 1 schmilblick pour mes beaux yeux », le vendeur vous répondra « Dégage, pauvre atome, ne vois-tu pas que tu es au milieu d'une fourmilière d'acheteurs qui, eux, sont prêts à me payer ma barbe à papa 2 schmilblick ?» Symétriquement, si vous êtes un vendeur de barbe à papa, vous ne convaincrez personne de vous l'acheter plus cher que 2 schmilblick. On vous répondra toujours « Pauvre nain, mais ne vois-tu pas qu'il pleut partout autour de toi des barbes à papa à 2 schmilblick ?» Mais je m'en vais tout de suite chez la concurrence. D'accord, je comprends. Dans le cas de Trenitalia, c'est Trenitalia qui choisit le prix et les acheteurs sont preneurs de prix. Dans le cas de concurrence, tout le monde est preneur de prix. C'est ça. Si tout le monde est preneur de prix, qui choisit le prix? C'est un prix d'équilibre qui résulte de la rencontre entre l'offre et la demande. Chaque petit nain acheteur a ce qu'on appelle un plan de demande. Dans sa tête, il sait combien il serait prêt à acheter de barbe à papa pour chaque prix potentiel. Ces plans de demande n'existent que dans le tréfonds de l'âme des acheteurs. Mais, on est entre nous, je vais vous révéler mon plan personnel de barbe à papa. À 8 schmilblick la barbe à papa, c'est plutôt cher, j'en achète une demi, parce que j'aime quand même beaucoup le rose. À mesure que le prix de la barbe à papa baisse, j'en achète potentiellement de plus en plus. Et pour 2 raisons. 1, je me sens beaucoup plus riche. Avec le même budget, je peux acheter encore plus de barbe à papa. 2, la barbe à papa devient de plus en plus avantageuse par rapport aux autres sucreries. Car le prix du roux-doudou, des bêtises de Cambrai, des rigolettes de Nantes et des pommes d'amour, il n'a pas changé. Mon plan de demande de barbe à papa peut se représenter graphiquement dans un repère quantité-prix avec ses capitales. Le prix en ordonnée, les quantités en abscisse, PQ, PQ, PQ. On place les différents points de mon plan de demande dans ce repère graphique. On les relie et voilà mon plan de demande. Vous l'aurez compris, je ne suis pas seule sur le marché de la barbe à papa. Mon plan de demande n'est qu'un nain au milieu de plein d'autres plans de demande qui sont tout à fait différents du mien. Car chacun a ses problèmes et puis les goûts et les couleurs, ça se discute pas. Enfin, je voulais dire, chacun a ses préférences et chacun a ses contraintes. Tout le monde n'a pas le même budget. Voici sur le graphique les plans de demande de quelques autres nains. Vous voyez qu'ils sont différents du mien. Notamment, ils n'ont pas la même sensibilité au prix que moi. Certains sont plus rigides, d'autres sont plus sensibles. Et si les mots sensibles ou rigides sont avant tout associés pour vous à un problème psy,
Vous devez retourner voir la vidéo sur la sensibilité de la demande au prix. Maintenant, les plans de demande sont tous différents, mais ils ont tous un point commun. La quantité demandée est toujours décroissante en fonction du prix. Plus la barbe à papa coûte cher, moins j'en achète. Et si maintenant on agrège les plans de demande de tous ces petits nains, on obtient la demande sur le marché de la barbe à papa. Cette demande, elle est décroissante en fonction du prix. C'est la loi de la demande. À mesure que le prix baisse, chacun des acheteurs achète de plus en plus de barbe à papa. Et deuxième effet, à mesure que le prix baisse, il y a de plus en plus d'acheteurs qui entrent sur le marché de la barbe à papa. Est-ce que c'est clair pour vous? Comment ça, des acheteurs entrent sur le marché? Je croyais qu'on avait déjà agrégé tous les plans de demande de tous les acheteurs. Alors pourquoi il y en a qui entrent? Eh bien, pour vous, Bob, quel serait le prix de la barbe à papa qui serait totalement prohibitif? Supposons que c'est 50 schmilblick la barbe à papa. Est-ce que vous en achetez une? Ah non, jamais de la vie. Ok, et bien à partir de quel prix allez-vous vous faire le petit plaisir d'en manger une dans l'année? 5 schmilblick. Ok, Gino, c'est quoi pour vous le prix à partir duquel vous allez entrer sur le marché? Bah pour moi, plutôt 6 schmilblick. D'accord. Einstein, votre prix maximal au-delà duquel vous ne mangez pas de barbe à papa? À 10 schmilblick. Et vous, Cassandra? Les barbes à papa, c'est pas stylé. Si c'est un schmilblick, ok, j'en prends une, mais sinon, non. Voilà, donc chacun d'entre vous va manger de plus en plus de barbe à papa à mesure que le prix baisse, mais par ailleurs, vous pouvez remarquer qu'à 10 schmilblick la barbe à papa, il n'y en a qu'un seul d'entre vous qui est sur ce marché. À partir de 6 schmilblick la barbe à papa, vous avez Gino qui le rejoint. À 5 schmilblick la barbe à papa, Bob arrive. Et ce n'est que quand le prix est tombé à 1 schmilblick la barbe à papa que Cassandra va venir grossir le rang des acheteurs. À mesure que le prix baisse, on a de plus en plus d'acheteurs qui entrent sur le marché. C'est ok pour vous, Bob? Ouais. Et maintenant, l'offre. Il y a une foultitude de forains sur le marché de la barbe à papa. Et chacun a dans son fort intérieur un plan d'offre. C'est-à-dire qu'il sait, pour chaque prix potentiel de la barbe à papa, combien il envisagerait d'en produire. On peut tracer dans le même repère quantité-prix des plans d'offres de quelques vendeurs. Ils sont tous différents, ils n'ont pas tous la même pente, notamment, car tous les vendeurs n'ont pas la même sensibilité au prix. Mais ils ont tous un point commun. Les quantités offertes sont croissantes en fonction du prix. Plus la barbe à papa se vend cher et plus ça vaut le coup d'en produire. Dans un futur proche, si proche qu'il concerne déjà la prochaine vidéo, vous apprendrez de façon plus précise à construire la courbe d'offres et vous verrez que si elle est croissante, c'est parce qu'elle dépend des coûts de production. Si maintenant on agrège les plans d'offres de tous les nains vendeurs présents sur le marché, on obtient l'offre sur le marché de la barbe à papa. Cette offre est croissante, c'est la loi de l'offre. Et maintenant, l'équilibre. L'offre est croissante. La demande est décroissante. Si chacune persévère, un jour ou l'autre, elles vont finir par se rencontrer. Le point où elles se croisent est le point d'équilibre. Au prix d'équilibre, un phénomène remarquable se produit. Les quantités demandées sont exactement égales aux quantités offertes. Les acheteurs veulent acheter exactement le nombre de barbes à papa que les vendeurs veulent vendre. Et cette quantité, la quantité demandée ou la quantité offerte, puisqu'il s'agit à ce niveau de prix de la même quantité, cette quantité, messieurs, dames, c'est la quantité d'équilibre. Sur le schéma, on voit donc le prix d'équilibre, la quantité d'équilibre, c'est l'équilibre. Et qu'est-ce qui motive cet enthousiasme que vous entendez dans ma voix vibrante? Eh ben, c'est qu'on a trouvé un niveau de prix qui rend tout le monde heureux. Un niveau de prix pour lequel personne n'est rationné. Au prix d'équilibre, tous les vendeurs qui veulent vendre trouvent un acheteur, et tous les acheteurs qui veulent acheter ont trouvé un vendeur. Attendez, si le prix d'équilibre c'est 3 schmilblick, pardon, mais moi j'en achète pas. Vous dites tout le monde est content, bah personnellement j'ai aucune raison d'être contente. Mais vous avez des raisons de râler, mais les autres aussi. Tous les acheteurs auraient préféré que le prix de la barbe à papa soit plus bas. Et tous les vendeurs auraient préféré qu'il soit plus haut. Je ne dis pas qu'il s'agit d'un idéal qui comble tout le monde. Je dis juste que si vous étiez prête à payer 3 schmilblick, vous trouveriez une barbe à papa à acheter. Ou même 100. Ouf! Ou même 1000. Non mais ça c'est normal. Ce n'est pas si normal que ça.
Vous avez de la chance si vous n'avez jamais connu de situation de pénurie. Ou quand vous arrivez et vous posez 3 schmilblick sur le comptoir en demandant « Une barbe à papa, s'il vous plaît ?» On vous répond « Désolée mademoiselle, on n'en a plus. » L'équilibre sur un marché concurrentiel, c'est pas une béatification, c'est juste une situation où il n'y a pas de pénurie, pas de rationnement. C'est déjà pas mal. Je vous rappelle qu'il n'y a pas si longtemps, quand vous alliez au supermarché, vous pouviez avoir peur de ne pas trouver de papier toilette ou de spaghettis. Bon, d'accord. Comment arrive-t-on au prix d'équilibre? Dans le modèle, qui est une fiction, les acheteurs et les vendeurs se réunissent au même endroit. Les uns ont leurs poches pleines de schmilblick sonnants et trébuchants, les autres ont leurs poches pleines de barbe à papa. Il y a un individu fictif, le commissaire-priseur, qui va faire des propositions de prix successives et pour chaque proposition, il va calculer combien les acheteurs sont prêts à en acheter et combien les vendeurs sont prêts à en vendre, jusqu'à trouver le prix magique qui va mettre tout le monde d'accord. Pendant qu'il fait ses calculs, tous les acheteurs et tous les vendeurs attendent patiemment, leurs poches lourdes, et c'est seulement au moment où ils trouvent le juste prix que les échanges se font, hop, entre les acheteurs et les vendeurs. La vraie vie, c'est pas le modèle, mais il y a des forces qui vont nous entraîner vers ce prix d'équilibre. Si par exemple, le prix de la barbe à papa était trop haut, eh ben on aurait un excès d'offres. Il y aurait plus de vendeurs disposés à vendre de la barbe à papa que d'acheteurs disposés à en acheter. Les vendeurs de barbe à papa se diraient « Ah, le client se fait rare, baissons le prix pour écouler la marchandise ». Pour certains vendeurs, cette baisse de prix serait fatale, certains sortiraient forcément du marché. Et donc, on se déplacerait le long de la courbe d'offres vers l'équilibre. Pareil pour les acheteurs. Le prix baissant, ils seraient de plus en plus nombreux à vouloir de la barbe à papa et on se déplacerait le long de la courbe de demande vers l'équilibre. Einstein, ça va pour vous? Je comprends que les vendeurs baissent les prix et que du coup, certains vendeurs arrêtent la barbe à papa, mais pourquoi ça veut dire qu'on se déplace le long de la courbe d'offres? Si le prix est trop haut sur la courbe d'offres, on part de ce prix-là et de cette quantité-là. Bon, si on baisse le prix, on descend par là, et si on baisse la quantité offerte, on descend par là. Donc si on combine les deux, on se déplace bien le long de la courbe d'offres. Ah, d'accord. Quand le prix varie, toutes choses égales par ailleurs, on se déplace le long des courbes d'offres et de demande. Mais si c'est ces choses qui étaient égales par ailleurs qui se mettent à varier, que va-t-il se passer? Prenons le marché du roux-doudou. Compte tenu de votre jeune âge, il est probable que vous n'ayez jamais mangé de roux-doudou, et peut-être même n'en avez-vous jamais vu. Dans un but de rapprochement intergénérationnel, pour permettre à certains de renouer un dialogue fluide avec leurs parents, nous allons maintenant afficher pour vous l'image fédératrice d'un roux-doudou. Voilà. C'était le roux-doudou. Voici maintenant un graphique qui représente l'équilibre sur le marché du roux-doudou en 1975. Depuis, le roux-doudou a perdu de sa superbe et la courbe de demande s'est déplacée vers le bas et vers la gauche. Pour un même niveau de prix, les enfants des années 2000 achètent moins de roux-doudou que ceux des années 70. Est-ce que ça va pour vous, Bob? Vous comprenez pourquoi la courbe se déplace vers le bas? Oui, on en demande moins, donc ça se déplace vers le bas. Mais pourquoi vous dites pour un même niveau de prix? À chaque fois qu'on regarde un prix au hasard sur le graphique, celui-là par exemple, la demande des années 1970 fait correspondre une quantité demandée plus grande que la demande des années 2010. Et vous pouvez essayer avec tous les prix que vous voulez, ça marche à chaque fois. Si la courbe de demande se déplace, on va vers un nouvel équilibre. Là. Les consommateurs, ils font des choix en fonction de leurs préférences, mais aussi de leurs contraintes. Donc, la courbe de demande, elle va se déplacer si les préférences changent, mais aussi si les contraintes changent. Reprenons l'équilibre de 1975 sur le marché du roux-doudou. L'année suivante, Françoise Dolto commence à parler tous les jours sur France Inter. Beaucoup de parents revoient leurs principes éducatifs et donnent davantage d'argent de poche à leur progéniture pour leur assurer une meilleure autonomie et un plus grand respect de leurs désirs profonds. Et voici le résultat, la courbe de demande du roux-doudou se déplace vers le haut et vers la droite, car les acheteurs de roux-doudou sont plus riches. Pour chaque niveau de prix, ils peuvent en acheter plus. Le prix des autres biens peut aussi jouer. Si le prix de la barbe à papa augmente, les enfants pourront moins facilement se payer de la barbe à papa.
il risque de se ruer en compensation vers le roux-doudou. Et là encore, la courbe de demande se déplacera vers le haut et vers la droite. Du côté de l'offre aussi, la courbe pourrait se déplacer, par exemple avec le progrès technique. Il y a très longtemps, Marcel confectionnait ses roux-doudous à la main. Il remplissait chaque coquillage d'une cuillerée de sirop de sucre précautionneusement pour ne pas se brûler et se coller les doigts. Aujourd'hui, il dispose d'une extraordinaire machine qui attrape et remplit les coquillages à la vitesse de la lumière sans jamais se coller les pinces. En cas de progrès technique, la courbe d'offre se déplace vers le bas et vers la droite. Pour un même niveau de prix, il y a davantage de roux-doudous offerts. Mais si Marcel et les autres offreurs sont confrontés à une hausse du prix des inputs, des facteurs de production, par exemple on ne trouve plus de coquillages en plastique sur le marché, ou les salaires des employés d'entreprises de roux-doudous augmentent, paf, la courbe d'offre se déplace vers le haut et vers la gauche. Pour chaque niveau de prix, il y a moins de roux-doudous offerts. Ouais, enfin bon, c'est que des roux-doudous. Certes, mais grâce à votre compréhension du concept, vous allez pouvoir brillamment l'appliquer à d'autres exemples. Les masques chirurgicaux en période de pandémie, le pétrole en cas de découverte de gisements, etc. Ce que vous devez retenir, sur un marché concurrentiel, il y a atomicité des offreurs et des vendeurs, qui sont donc preneurs de prix. La rencontre entre l'offre et la demande détermine le prix d'équilibre. Si le prix s'écarte du prix d'équilibre, l'excès d'offres ou de demande qui en résultera va pousser à y retourner. Quand on fait varier le prix d'un bien, on se déplace le long des courbes d'offres et de demande. Mais il peut arriver que d'autres paramètres que le prix du bien lui-même varient et que ça change le comportement des agents. Lorsque ce sont les goûts des consommateurs, leurs contraintes budgétaires ou le prix d'autres biens qui varient, c'est la courbe de demande qui va se déplacer. Si les consommateurs veulent hausser leur consommation, la courbe va vers le haut et la droite. S'ils la baissent, la courbe descend vers le bas et la gauche du graphique. Les offreurs sont aussi susceptibles de modifier leur offre lorsque le prix des inputs varie ou que la technologie varie, par exemple. S'ils augmentent leur offre, la courbe va vers le bas et la droite. S'ils la diminuent, elle va vers le haut et la gauche. Un choc d'offre ou de demande, un déplacement des courbes donc, entraîne une convergence vers un nouvel équilibre qui correspond au nouveau point de rencontre entre l'offre et la demande.